Aujourd'hui, au sommaire de Silicon Carnet, on parle du scandale des images générées par Grok. On découvre que le chatbot de xAI générerait plus de 1500 images sexualisées par heure, des images non consenties, ciblant notamment des femmes. Et le monde entier s'insurge à nouveau contre Musk. On demandera à Sarah Zitouni ce que ce scandale raconte de la manière dont on conçoit aujourd'hui l'intelligence artificielle, les plateformes et leurs responsabilités. Et puis l'exode fiscal des milliardaires de la Silicon Valley. Ces dernières semaines, Sergey Brin, Larry Page, les cofondateurs de Google, mais aussi David Sacks et Peter Thiel ont décidé de fuir la Californie depuis qu'un syndicat veut mettre au vote une loi qui viendrait taxer 5% de leur richesse. Ça ressemble étrangement à la taxe Zuckman, cette histoire, et on se posera la question s'il s'agit de justice fiscale ou d'un populisme économique contre-productif. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va évoquer la place d'Internet dans la révolte iranienne. Le 8 janvier 2026 à 20h, l'Iran a appuyé sur off et c'est 92 millions de personnes qui sont déconnectées du monde. Plus de téléphone, plus d'Internet, plus de satellites. L'Internet ouvert sans frontières qu'on nous a vendu dans les années 90 est peut-être déjà mort. On analyse avec Jérémy Michel comment les États reprennent le pouvoir online. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. L'émission commence maintenant. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Et une invitée pour cette émission, c'est sa première dans Silicon Carnet. On est ravis de l'accueillir. Sarah Zitouni, fondatrice de Power Ta Carrière. Tu nous dis deux mots sur qu'est-ce que c'est que Power Ta Carrière. Tu travaillais dans l'automobile pendant très longtemps. Enfin, très longtemps, tu es très jeune. 15 ans quand même, ok. Et tu as décidé de tout plaquer. Tu étais directrice de la stratégie chez Volvo. Et pour lancer ta start-up, félicitations, merci. Bravo. Power Ta Carrière, c'est justement la réponse au fait qu'il n'y a aucune femme nulle part, dans aucune position dirigeante, dans aucun domaine. Et le but, c'est de trouver les solutions pour, à la fois du côté des entreprises, savoir découvrir leurs talents féminins et les conserver, et du côté des femmes, apprendre les règles du jeu du monde du travail, un monde du travail qui a été construit sans nous, même souvent contre nous. Donc si on apprend les règles du jeu, on peut les hacker. Mais je pense qu'il y a suffisamment de Chinois. Voilà, Jérémy, il va falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit là, parce que on est les deux mâles de cette émission. Non, écoute, super. Non, je pense que c'est un vrai beau projet et ça se matérialise comment ? C'est de la formation, c'est une communauté, c'est quoi ? C'est exactement ce que tu as dit, Carlos. C'est une communauté de plus de 200 000 femmes qui sont réunies ensemble et 10 formations. 200 000 200 000 et partout dans le monde et 10 formations qui permettent aux femmes de dénouer tous les nœuds qui se forment dans la carrière, tu vois, genre comment je négocie mon salaire sans passer pour une connasse, comment faire du réseau sans être une poufiasse manipulatrice et tous ces trucs-là. J'adore. Là, c'est génial. Bravo. Félicitations. Bon, écoute, merci. 200 000, c'est super impressionnant. Bravo. C'est super ce que tu fais. Pensez aussi à vous abonner à cette émission. C'est très important pour la chaîne. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi devenir membre de l'Hacienda. C'est notre communauté chez Silicon Carnet. En devenant membre de l'Hacienda, vous accédez à toutes les fiches de l'émission. Je travaille beaucoup, je prépare beaucoup de notes. Vous pouvez en témoigner, Jérémy et Sarah, parce que je les partage avec mes invités. Donc, si vous aussi vous voulez accéder, en fait, on ne restitue que peut-être 15 ou 20% de tout ce qu'on prépare. Et pour accéder à ces notes, il faut devenir membre de l'Hacienda, ce qui vous donnera aussi accès au WhatsApp privé de Silicon Carnet. Et je peux vous dire que les conversations sont agitées sur WhatsApp et à tous les événements. D'ailleurs, on organise un événement, on aura un dîner de l'Hacienda à Paris. C'est le 21 janvier. Trop tard, c'est déjà complet. Mais vous pourrez venir au prochain qui sera en mars. Allez, on commence l'émission. Go yourself. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Musk nous refait le coup de la transparence. Il annonce que l'algorithme de X, cet algorithme tant décrié, va passer enfin en code source ouvert. Ça se passera dans 7 jours. On enregistre, on est le 14 janvier. Et le timing, il est très intéressant parce que au même moment, Sarah, et je suis sûr que tu as suivi de près cette histoire-là, son IA Grok est au cœur d'un scandale international
c'est la presse américaine qui a révélé que Grok générerait plus de 1500 images sexualisées par heure. Ce sont des images non consenties, bien évidemment, qui ciblent notamment des femmes, et notamment des femmes musulmanes. Je trouve ça très intéressant, cette attaque-là, tout d'un coup, sur cette catégorie de personnes. Et l'Indonésie et la Malaisie viennent de bannir purement et simplement le service. Donc X n'est plus disponible dans ces pays. L'Union européenne, elle fait ce qu'elle fait tout le temps, c'est-à-dire que elle s'offusque. Elle parle d'images répugnantes et illégales. Sarah, un commentaire là-dessus. Je suppose que ça ne te surprend pas. On s'attend à rien de la part de Musk et à chaque fois on arrive à être déçu dans l'horreur. Faut savoir que moi le personnage, du coup, je le pratique depuis plus longtemps que vous, parce qu'en fait il a commencé dans l'automobile et comme on disait en entrée, moi ça fait 15 ans que je suis dans l'automobile, donc j'ai déjà eu le doigt à toutes les frasques, toutes les idioties, toutes les aberrations, toutes les horreurs que Tesla faisait, du genre tester des systèmes pas du tout approuvés en route ouverte parce que on s'en fout de la sécurité des passagers et des piétons, ou alors tu vois vendre une fonctionnalité comme le full self-driving pour ce que ça n'est pas, donc pas du tout un full self-driving, s'il vous plaît, gardez les mains sur le volant. Et donc j'avais déjà un peu une image assez détériorée avant qu'on en arrive au salut nazi, aux femmes déshabillées, à Grok qui raconte des dingueries, etc. Mais c'est sûr qu'à chaque fois on plonge un peu plus loin dans le sordide, dans l'immoral, dans le truc moche qu'on n'avait pas anticipé. Jérémy, alors nous on est fans de Musk, mais pas. Encore une fois, c'est parce que je viens de l'automobile. Pas du tout. Moi j'ai l'habitude. Il y a certains tweets récents qui sont. Non mais en fait j'ai l'habitude de dire. J'ai beaucoup d'admiration pour l'entrepreneur, mais sur le plan humain, c'est quand même une merde absolue ce mec. Et puis j'ai même fait un off the record avec Karim Bousta qui a été son bras droit pendant 4 ans et qui nous raconte des histoires absolument incroyables. Je vous invite d'ailleurs à le regarder, ça dure 2 heures et quelques et c'est une masterclass. Si vous voulez véritablement comprendre le personnage Musk avec ses côtés flamboyant, mais aussi ses côtés absolument détestables, c'est vraiment un super podcast. Jérémy, ces deux actualités là, le fait de à la fois ouvrir le capot de X, et toutes ces images là détestables qui surgissent sur Grok. C'est pas forcément une coïncidence, tout ça. Est-ce que c'est pas un contre-feu médiatique là de la part de Musk de vouloir déplacer un petit peu parce qu'il sent que ça pue là, cette histoire de Grok là, c'est quand même en train de monter très très fort et il cherche à noyer le poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est une bonne question, Carlos. Alors déjà, premièrement, Sarah, là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'énoncer, le fait que c'est absolument dégoûtant ce qui s'est passé sur X. Maintenant, moi, j'aimerais prendre peut-être un peu de recul par rapport à ça, si je peux me permettre. J'ai notamment, fait un post LinkedIn. Je crois que j'ai fait 150 000 vues justement pour dénoncer en fait ce qui se passait sur Grok. Le problème, c'est que il a pris un outil ultra puissant et il l'a livré gratuitement et de manière massive à des abrutis sous anonymat. En fait, ça, c'est ce qui n'avait jamais été fait avant. Et donc, c'est ça le vrai problème, c'est d'avoir permis, sous la photo de n'importe qui, y compris lui, puisqu'il s'est fait mettre en bikini, de dire Grok, s'il te plaît, mets-moi ça en bikini. Et moi, j'ai même vu une victime de l'incendie qui a eu lieu récemment en Suisse, où quelqu'un demandait mets-la en bikini, quoi, alors qu'elle est morte, quoi. Donc, il y avait des petites filles de 5 ans aussi qui ont été mises nues sur X pour le regard de tout le monde. Exactement. Alors, je voudrais qu'on soit factuel parce que moi je suis pas arrivé à trouver ces images. D'ailleurs, elles sont très difficiles à trouver. J'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui. Ouais. Je voulais vous en montrer quelques-unes et finalement j'ai eu du mal à en trouver et du coup je me suis dit de toute façon c'est pas très intéressant de les montrer. Mais en revanche, j'ai lu beaucoup. C'est partiellement nu, c'est pas une nudité complète. On n'est pas dans du pornographique, on est vraiment dans une suggestion dégueulasse. Mais du coup les photos se retrouvent maintenant sur des sites pédopornographiques parce que on va pas commencer à faire dans le sordide, mais il y a certains pédocriminels. Il y a d'autres apps qui peuvent aussi. Et puis surtout, il y a certains pédocriminels qui se contentent entre gros guillemets très bien du fait que ce soit juste
entre gros guillemets, une petite fille de 5 ans en bikini ou topless ou ce genre de choses. Et donc, il y a des parents qui ont mis des photos de leurs enfants en toute bonne foi et qui maintenant se retrouvent avec des photos de leurs enfants sur des sites pédocriminels. En 2026, créer son entreprise ne devrait plus être un parcours du combattant. Et bonne nouvelle, avec Conto, c'est plus le cas. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils sont partenaires de Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore, c'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes de Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet et éviter les erreurs. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Justement, pourquoi je voulais prendre du recul là-dessus, c'est déjà, si vous êtes parents, ne mettez pas de photos de vos enfants sur Internet, que ce soit sur X ou n'importe où, Grok ou pas Grok. Et ça, c'est une nouveauté, hein, Jérémy. C'est une nouveauté parce qu'on l'a tous fait. On part en vacances, on prend nos enfants en photo, on partage ces photos. Moi, ça fait quelques années que je ne partage plus aucune photo, y compris de moi, si ce n'est pas dans un cadre professionnel. Mais tout le monde l'a fait. Bien sûr. Tout le monde l'a fait, c'est un véritable problème, notamment à l'heure de l'IA, même si l'IA n'a fait qu'accélérer ce problème que tu viens d'évoquer de pédopornographie. Sarah, bon, je te laisserai mettre des bips, Carlos, parce que c'est plus simple de montrer des fesses que de parler de ça sur les algorithmes. Hein. Donc le vrai souci, si vous voulez, c'est que et ce que je trouve intéressant, c'est que ça a jeté une lumière crue sur une part très sombre de l'humanité. Il y a le cas Musk, ça c'est tout à fait vrai, mais il y a aussi ce qui se cache sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir utiliser cette actualité pour rappeler que tout ce que vous mettrez en ligne pourra quelque part être retenu et utilisé contre vous, y compris les photos les plus innocentes. Et par rapport justement aux IA et à ces contenus pédopornographiques, il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles, de dark modèles qui sont disponibles en open source et qui permettent finalement de contourner les restrictions qu'ont normalement les modèles. C'est juste que ça se fait pas sous un tweet. Donc c'est vrai que ça existe déjà, mais de manière un peu plus confidentielle. Là, ça a été montré au monde entier. Et le deuxième problème, c'est que avec une photo que vous postez de votre enfant, avec vous, on peut deviner où vous travaillez, on peut deviner dans quelle ville vous êtes, on peut deviner dans quelle école va votre enfant, on peut deviner les heures d'entrée et de sortie de vos enfants, les heures d'entrée et de sortie de votre travail éventuellement, et vous avez sur certains forums du dark web ces fameux détraqués qui réfléchissent même à des scripts IA qui permettraient en fait de croiser les données sur des enfants sur plusieurs réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose que l'IA fait très très bien, au-delà des images, hein, n'est-ce pas? C'est cette capacité à doxer plus rapidement les individus et les enfants, et ça c'est quelque chose dont on a très peu conscience, mais on sait déjà qu'avec l'OSINT, une photo de vous dans le reflet de la carrosserie de la voiture, on va voir ceci, cela, etc. On peut vraiment avoir énormément d'informations sur vous, ça c'est vous, mais alors sur vos enfants, là ça devient beaucoup plus grave. Ça veut pas dire que les gens qui mettent des photos d'eux, et notamment les femmes qui ont été victimes de Grok en l'occurrence, sont responsables, hein. C'est pas ce que je dis, elles sont pas responsables, mais je trouve ça intéressant de rappeler que ne poster une image en ligne que si c'est vraiment nécessaire. Et à mon sens, tant qu'on n'est pas une personnalité publique, ça peut être très dangereux quand on n'est pas influenceur, homme politique, je sais pas, quelqu'un qui a de la visibilité. Voilà, il y a une manière de paramétrer ces réseaux sociaux, de se partager des informations, mais s'agissant des enfants, c'est très compliqué. Et par rapport à Grok, faut savoir en effet que si vous êtes une femme et que vous postez des photos de vous sur Internet, il y aura toujours en effet des outils qui permettront malheureusement de détourner ces photos. Peut-être pas aussi facilement que Grok met là en bikini, mais ces outils existent et je pense qu'il faut attirer l'attention du public. C'est pas parce qu'on règle le problème Musk-Grok qu'on aura réglé le problème. Le problème, il est toujours là. Le harcèlement scolaire, le revenge porn aussi, comme on dit. Ce problème-là, il existe avant, il existera après, mais tant mieux, comme ça on peut en parler et on peut mettre de la lumière sur ce sujet.
Est-ce que justement, Sarah, on n'est pas en train de ce que dit Jérémy, on est tellement à l'affût d'un dérapage de Musk, et c'est très bien parce que ça permet d'en parler, comme dit Jérémy. Mais est-ce que c'est pas le bouc émissaire parfait finalement, Musk? Personne ne l'a forcé à se mettre dans cette situation-là. Donc, je veux dire, c'est pas comme si on faisait du cherry picking. Tu penses qu'il il souhaite volontairement que ce genre d'image prospère sur son réseau, sur X? C'est pire que ça. Je pense qu'il s'en fout et qu'en fait, il a aucun compas moral. Je suis d'accord. Ouais. Et que dans le fond, tu sais. Ce qu'il cherchait de l'engagement, en fait, c'est ça. Ouais, et puis, quel qu'il soit. Admettons qu'on ne sache pas vraiment s'il l'a souhaité ou s'il l'a pas souhaité. Moi, il y a une phrase que ma grand-mère disait toujours, c'est soit il est con, soit il est complice. Et dans les deux cas, je sais pas ce qui est le pire, tu vois. C'est-à-dire que soit ils sont suffisamment cons pour pas s'être rendus compte que de mettre un truc pareil dans les mains de tout le monde, ça allait forcément, en plus, sachant comment X a évolué. Et dans le fait qu'aujourd'hui, ça rassemble quand même un peu le pire de ce qui se fait et surtout, ça promeut et ça push le pire de ce qui se fait. En sachant le contexte qu'ils avaient, le fait qu'ils aient très peu réfléchi aux garde-fous qu'ils pouvaient mettre, c'est quand même assez catastrophique. Quand en plus derrière, ils se font rattraper par la patrouille et que les gens leur expliquent que quand même, entre Noël et le jour de l'an, plus de la moitié des photos qui étaient générées sur Grok et sur X étaient des photos sexualisées. Donc en fait, c'est pas juste qu'il y a quelques givrés qui c'est pas juste qu'il y a quelques givrés qui se sont emparés de l'outil, c'est qu'en fait, c'est devenu massif. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire que tous les gens qui sont sur X sont givrés alors du coup? Non, je veux dire que entre ceux qui ont trouvé que c'était rigolo, j'ai pas fait d'image. Je vous promets que j'ai pas fait d'image sexualisée, même quand l'outil est sorti, j'ai même pas essayé, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Moi je lui ai demandé de te mettre en bikini, t'as pas vu Envoyez cette photo. Jérémy, on fait pas ça à Carlos sans son consentement. Oh, si, vous pouvez, vous avez le droit, ça me dérange pas. Mais, tu viens de donner ton consentement sur YouTube. Maintenant, il y a une preuve de ton consentement. Mais en l'occurrence, quand même, la moitié des contenus qui étaient générés photos pendant les fêtes, qui fait ça pendant les fêtes, putain, rien que ça me rend folle. C'était des contenus comme ça. Non, mais c'est pas lui qui fait les photos. Il est pas là à fabriquer les photos et à les balancer. C'est ses utilisateurs, on est d'accord. C'est tout. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. C'est la loi, justement, où est la responsabilité? Est-ce que c'est la plateforme ou est-ce qu'il y a une responsabilité des utilisateurs? On va en parler. C'est très intéressant parce que là, on touche aussi à ça et qui est une question qu'on se pose régulièrement sur Internet déjà depuis des années. Mais en fait, j'ai l'impression que si tu veux, ces trucs-là existent depuis longtemps, mais ils existent dans des coins très sombres d'Internet. C'est ce que disait Jérémy. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais moi, l'image que j'ai en tête, c'est comme si tu avais un casino clandestin dégueulasse où les mecs, ils te pètent les doigts si tu peux pas payer, tu vois. Ça veut pas dire que ce truc-là, il faut soudainement en faire un modèle, le plugger à l'économie réelle et que soudainement, tous les casinos dans lesquels tu peux rentrer, là, le partouche du coin, ils vont te péter les doigts si tu peux pas payer. Tu vois, il faut les endroits sombres et dégueulasses, les très sombres qui existent. Ouais, c'est bien s'ils restent dans leur coin. C'est ignoble que tu soudainement donnes la possibilité à tout le monde. Ça veut dire que tu vas avoir à la fois des givrés et des dégueulasses qui vont avoir fait ça. Mais tu vas avoir des gens qui vont avoir trouvé ça juste rigolo sans avoir réfléchi plus que ça. Tu vas avoir des gens qui vont faire du revenge porn entre guillemets en faisant ce genre de choses. Et évidemment, ça s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire ça s'inscrit évidemment dans le contexte de ce qui est devenu X avec cette espèce de croisade pour la pseudo-liberté d'expression qui s'exprime sur cette plateforme via Musk. Mais aussi un contexte où aux États-Unis, les droits des femmes sont largement en recul. 800 000 femmes ont quitté le monde du travail l'année dernière aux États-Unis. Parce que en fait les solutions de garde sont pas disponibles, que ça coûte beaucoup trop cher et que comme toutes les entreprises ont fait un retour au bureau, c'est essentiellement les femmes qui se sont retrouvées à démissionner et à quitter le marché du travail. Est-ce qu'on a le rapport par rapport au nombre d'hommes qui ont quitté? Oui, enfin, tu vois, est-ce que c'est massivement. La proportion. Tout à fait. Et c'est en fait les études montrent que c'est massivement des femmes qui ont quitté le monde du travail par cette mesure-là, et surtout qu'on est tombé à un taux d'emploi des femmes qui est en dessous de celui qu'on avait au début des années 70. D'accord. Tu as la stat de ça? Tu pourras me la passer, ça? Ouais, bien sûr, je te la passerai. Ouais. Et donc, en l'occurrence, tu as tout un contexte comme ça de revenir sur le droit à l'avortement, de renvoyer les femmes à la maison, des tradwives qui émergent sur les réseaux sociaux, etc. Et dans ce contexte-là, t'arrives avec le côté la mère ou la putain. Donc, soit t'es une tradwife, t'es à la maison, tu mets pas de photos, tu fermes ta gueule, tu gênes personne sur X. Soit tu publies, tu parles, t'ouvres ta bouche et t'es une putain et on va faire des photos de toi sexualisées. Et ce qui s'est même passé, c'est que les premières qui se sont mis à dénoncer ce qui se passait sur X se sont elles-mêmes retrouvées en vengeance
avec des photos d'elle sexualisées sur Internet. C'est super facile, ouais. C'est ce que tu dis, c'est si tu l'ouvres, la punition est assez facile parce que effectivement, ces images sexualisées, tu veux me mettre en bikini et je t'en remercie pratiquement, Jérémy, ça me touche énormément, mais ces images, elles touchent essentiellement des femmes, hein. C'est des femmes qui sont les victimes de ça. En ce moment, c'est la folie dans la Silicon Valley. L'IA accélère, les cartes sont redistribuées. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, vous pouvez écouter Silicon Carnet, mais le mieux, c'est encore de venir sur place. Du coup, je voulais vous parler de RampUp Lab, partenaire de Silicon Carnet. RampUp Lab, c'est Boris et Marie, des amis de longue date que je connais bien. Ils sont basés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans. Et ils organisent des Learning Expeditions sur mesure à San Francisco pour des dirigeants, des équipes d'innovation et des programmes MBA. Concrètement, c'est 2 à 7 jours d'immersion dans ce que la Vallée fait de mieux aujourd'hui. Vous visitez des grands groupes comme Nvidia, Google ou Meta, mais aussi des startups, des investisseurs, des labs et des campus. Je fais partie des intervenants et je peux vous dire, c'est pas du tourisme. Chaque immersion, c'est un vrai bootcamp avec des analyses, du retour terrain, des ateliers IA et innovation, avec un objectif clair, transformer tout ce que vous voyez en feuille de route pour votre entreprise. RampUp Lab s'occupe de tout sur place. Alors, si vous cherchez un partenaire pour votre prochaine Learning Expedition dans la Silicon Valley, je vous conseille d'aller faire un tour sur rampuplab.com. Allez, retour à ton épisode. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quand est-ce que Grok est arrivé. Parce que Grok est arrivé pas par hasard à un moment bien particulier. Il y avait un moment, notamment avec ces outils d'intelligence artificielle, où une partie du public, surtout aux États-Unis, parce que le premier amendement et parce qu'il y a une liberté aussi d'expression qui est différente, on en parle souvent dans Silicon Carnet qu'en Europe, on avait ras-le-bol de ces IA, on parlait même de IA woke, de ces IA qui finalement refusaient d'aller de répondre à des questions qui pour certains semblaient pourtant anodines ou voire même qui transformer. On se rappelle de Google qui, quand on lui demandait de générer des photos des présidents américains, des pères fondateurs américains et qui mettaient des noirs en fait, et qui généraient des noirs pour plus de diversité. Il y a eu ce moment-là de ras-le-bol des gens par rapport à ces disclaimers et Musk a utilisé ce moment, qui coïncidait aussi avec le retour de Trump. Et c'est là qu'il nous a vendu Grok comme une IA adulte, c'est-à-dire une IA qui ose, qui n'est pas faite, qui n'est peut-être pas à mettre entre les mains de tous. Il a lui-même présenté, il a marketé complètement cette IA comme l'anti-ChatGPT, l'anti-anthropique, en gros, l'anti-morale démocrate de la Silicon Valley. Et il en a fait presque un outil marketing de ce truc-là. L'élastique vient de lui péter à la gueule, c'est ça ce que tu c'était inévitable ce que tu es en train de nous dire, Sarah. Ça a fait peut-être son effet, mais ça y est, là maintenant il est arrivé au bout de l'élastique. Parce que tu as l'impression qu'il est au bout de quelque chose. Moi, je pense qu'il est au bout de rien du tout. Il vient de monétiser littéralement l'usage de la dite fonctionnalité. Oui, donc, c'est-à-dire que on explique ça, explique au public. Si on essaye d'être généreux, on va considérer que le fait qu'il ait mis ça derrière un paywall fait en sorte que les gens soient obligés de s'identifier et que les gens soient obligés de payer. Donc, ça veut dire que c'est plus dans les mains de tout le monde et c'est moins massif. Si on est moins généreux, on se dit que c'est la décision d'entrepreneuriat de l'année. Tout le monde a testé la fonction gratuitement. Plein de gens se sont dit c'est super cool, je trouve ça génial. Non, mais attends, un certain nombre ont fait des trucs horribles et ils vont payer pour. C'est parfait. Mais quand tu dis plein de gens ont trouvé ça absolument génial, je pense pas qu'il y ait plein de gens que ces images sont générées quand même par une minorité de gens, quoi. Je peux pas croire que plein de gens sur X sont la fonction de générer des images, elle est super intéressante. Et certains ont trouvé que cette partie-là de la fonction était bien. Ouais.
et de générer des images sexualisées. On peut pas dire que plein de gens, que la majorité, enfin j'en sais rien, j'ai pas de stats là-dessus pour dire que les gens ont payé pour ça. Mais c'est vrai, tu as raison. Il a dit si vous voulez générer des images, il faut à ce moment-là payer. Et effectivement, tu le dis, il se défend avec ça en disant oui, on a essayé de freiner. Moi, je pense que il a été complètement dépassé et que ils ont pas du tout anticipé. Et quand tu disais entre con et complice, il y a aussi beaucoup de conneries là-dedans, je pense. Et puis il faut voir le nombre de boîtes qui gèrent. Je pense que il a laissé faire et c'est aussi un crime de laisser faire. Je n'essaye pas de le dédouaner là-dessus. Et il se défend aujourd'hui en disant oui, mais en payant, les gens sont obligés de s'identifier. Donc ça veut dire que si effectivement il y a des abus, on pourra identifier ces gens qui font ça et à la justice de faire son boulot. Ce qui, Jérémy, aux États-Unis, est une grande différence. On agit a posteriori, généralement, plus qu'a priori. Et ce podcast, il est aussi là pour expliquer les différences culturelles qui existent entre les États-Unis et l'Europe. Je comprends que vous soyez, que Sarah, tu sois outragée, et tu as absolument raison, et on l'est tous par ce qu'il se passe. Mais Jérémy, dans la culture américaine, il y a cette logique d'aller punir a posteriori plutôt que de mettre des régulations trop fortes a priori. Je me trompe là-dessus ? Alors, ce qui est certain, je te laisserai nous expliquer un peu comment ça se passe aux États-Unis, mais bon, comme je suis ex-avocat, je vais vous parler un peu de la philosophie juridique qu'on a vis-à-vis de ces sujets. Aux États-Unis, il y a une judiciarisation qui touche à peu près tous les domaines de la société. Donc, quand il y a un problème, on va judiciariser le problème. Donc, typiquement, admettons, donc là, on a des femmes qui ont été victimes de Grok. Eh bien, qu'elles fassent à la limite des signalements, des class actions, etc. Ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer. Et en fait, la punition va venir du procès et de la mise en œuvre de ce qu'on appelle les dommages et intérêts punitifs. D'accord ? Mais ce sont des dommages et intérêts qui visent à punir, mais en même temps à réparer les victimes. Donc on est dans une logique de judiciarisation d'une part, et plutôt individualiste en réalité. D'accord ? Tandis que c'est vrai qu'en Europe, on a une logique totalement différente, où en fait ça va être par exemple la CNIL, qui va, ou alors l'ARCOM ou d'autres deux autorités administratives indépendantes, qui vont en fait donner, ou la Commission européenne, qui vont mettre des amendes pour infraction au DSA, au DMA, etc. Mais cet argent, vous inquiétez pas, ce sera pas pour les citoyens. Ça va aller dans le budget de l'État et ils le reverront jamais. Donc, c'est une autre logique. Est-ce qu'elle est mieux? Je sais pas. Et puis aussi, en effet, cette logique implique une temporalité différente, puisque plutôt que d'attendre un procès, etc., on va en fait avoir une décision administrative qui se veut rapide, avec un recours éventuel contre la décision en question, mais une décision qui va viser, par exemple, à censurer un contenu en particulier, à retirer un contenu. Et ça, d'ailleurs, on l'a vu en Italie récemment, il y a eu un scandale avec entre Cloudflare et le gouvernement italien, où le PDG de Cloudflare a menacé le gouvernement italien de ne pas protéger d'un point de vue de la cybersécurité les Jeux Olympiques d'hiver. Pourquoi ? Parce que vous avez une loi en Italie, pour faire simple, qui obligerait en fait Cloudflare à à rendre inaccessibles des sites internet qui passent par son réseau de CDN, de Content Delivery Network. Voilà. Donc, et là, le PDG Cloudflare a pété un câble littéralement sur X justement, en indiquant qu'il y avait une volonté de censure, que c'était n'importe quoi. Et je pense que cette logique européenne, où on aime beaucoup le fameux principe de précaution, qui est constitutionnel, qui est en France, qui est même inscrit dans notre constitution. J'ai envie de dire, c'est presque dans notre ADN. On est un continent vieillissant et on a peur de tout. Moi, je suis pas fan de cette approche, pour être honnête, mais bon, c'est comme ça, c'est notre tradition juridique. Mais du coup, pour un Américain, c'est lui, ce qu'il voit, c'est une ingérence du gouvernement dans ses affaires privées. Et ça leur fait péter un plomb. Ils supportent pas. Et ça donne lieu à des débats où on comprend bien qu'il y a un choc des cultures et que les Américains nous comprennent pas. Et que nous ne comprenons pas les Américains, justement, on se dit mais comment laisse-t-il faire ça? Justement, c'est by design. D'abord, on laisse faire, et s'il y a un problème, on punit après. Oui, sachant que le cadre légal, il existe aux États-Unis. Je montre la carte.
une grande majorité des États américains ont passé des lois contre ce type de crime. Donc les lois existent. Ça va être jugé de toute façon. Ça c'est évident. S'il y a effectivement, s'il y a une organisation des victimes et que la justice est comment dire sollicitée, elle a l'arsenal légal pour effectivement condamner X pour ce genre de pratique-là. Je rappelle que XAI vient de faire une levée de 20 milliards de dollars et malgré tout ce qui est en train de se passer là et que ça n'a pas empêché les investisseurs d'investir dans la technologie de Elon Musk et que cette technologie, il n'arrive même pas à l'utiliser pour modérer ses propres contenus ou alors qu'il laisse, comme tu dis, ces contenus se produire parce qu'il a besoin de montrer une forme d'engagement ou une forme de revenu, peu importe, pour justifier de cette levée de fonds de 20 milliards. C'est intéressant à mettre ça en perspective. On a peut-être besoin finalement de quelques humains à la tête de tout ça de ces intelligences artificielles. Est-ce que tu me donnes 30 secondes pour formuler notre hypothèse, puisqu'on on en a évoqué plusieurs. Du coup, moi aussi, je suis allé sur X pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai une autre hypothèse qui est peut-être pas la plus évidente, mais faut savoir que X est un hébergeur massif de contenu pornographique, mais tout simplement pornographique. Ça, les gens le savent peut-être pas, mais je vous assure que quand vous cherchez, vous trouvez très facilement ce que vous pourriez trouver sur n'importe quel site comme ça. Et dans cette histoire de Grok, etc., il y a aussi énormément de profils qui sont des profils de rabatteurs pour des comptes OnlyFans faux. Avec des images de femmes générées par de l'IA. Et en fait, il y a énormément de bots. C'est quasiment des bots où tu vas avoir des comptes. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des comptes X, du coup, même triple X pour le coup, qui vont ou des filles soi-disant vont dire bah tiens Grok, mets-moi en bikini, et puis ensuite t'as les liens de leur OnlyFans, etc. Donc voilà. Donc je suis allé chercher ça évidemment pour la science, mais je vois quand même que c'est un phénomène qui est massif en fait sur ce réseau. Et pourquoi cette hypothèse, moi j'y porte attention, c'est parce que pardonnez-moi, mais le X ça vend. Ça vend, ça génère énormément de trafic et la majorité du trafic sur Internet se fait sur les sites pornographiques. Et on peut mettre en relation ce que tu dis, c'est une très très bonne hypothèse, avec le fait que les revenus publicitaires de X sont en chute incroyable. C'est assez fou. Ça ne fait plus de revenus publicitaires. Les annonceurs classiques et traditionnels ont complètement quitté la plateforme. Et t'as peut-être raison. C'est les seuls clients qui restent peut-être pour faire de la publicité sur X. C'est peut-être ces sites pornographiques. Absolument. Donc ils pouvaient peut-être pas enlever ça parce que c'était un hack de growth en fait pour ces comptes et ces sites pornographiques. C'est très bien vu quoi. En fait. 18 milliards de dollars de fortune combinée et ils font leur valise. Eux, c'est Larry Page, Sergey Brin, les fondateurs de Google, sont en train de liquider leur structure californienne, selon le New York Times. Peter Thiel aussi a fait ses bagages. Il ouvre un bureau à Miami. David Sachs, le tsar de l'intelligence artificielle auprès de Donald Trump, lui aussi cofondateur de PayPal. Il fait partie de cette PayPal mafia. C'est le conseiller IA de Trump, qui déménage, lui, à Austin, au Texas. Et la raison de ça, c'est une proposition de taxe de 5% sur les patrimoines supérieurs à 1 milliard de dollars. Ça représente 200 milliardaires en Californie. On a 200 personnes qui ont un patrimoine de plus de 1 milliard de dollars. Et cette proposition, elle serait soumise au vote en novembre. Quand on dit que les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est pas encore passé cette loi. Il faudra qu'elle soit acceptée par le peuple californien. Et c'est intéressant, cette proposition, pour l'instant, ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas une loi qui a été votée. Elle est portée par un syndicat, celui des Service Employees International Union United Healthcare Workers. Dans le cadre d'un processus d'initiative populaire, on a ce genre de choses-là. C'est-à-dire que les citoyens peuvent s'organiser pour proposer des lois
dans ce qu'on appelle un ballot aux États-Unis, où quand vous votez, en fait, généralement, vous votez pas à un bureau de, enfin, vous pouvez aller voter à un bureau de vote, mais vous votez chez vous, vous avez tout un tas de lois et vous pouvez dire, celle-là, je suis pour, celle-là, je suis contre, etc., etc. Donc, c'est une initiative populaire. Et cette initiative, d'ailleurs, elle est hors de portée du droit de veto du gouverneur Gavin Newsom, qui d'ailleurs s'oppose lui-même à cette proposition. Et c'est intéressant parce que cette proposition, bien évidemment, elle fait énormément écho à la taxe Zuckman qu'on a vécue en France, que d'ailleurs le Sénat vient de rejeter, cette taxe Zuckman qui, elle, proposait une taxation de 2% sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros. Je remarque d'ailleurs, c'est intéressant la différence de chiffres, très ultra riche en France, c'est 100 millions d'euros, ultra riche en Californie, c'est 1 milliard. Donc il y a un rapport de 1 à 10 qui est intéressant à noter. Et voilà, ça m'a fait sourire et j'avais envie d'en parler avec vous et de savoir qu'est-ce que vous pensiez de ça, parce que on a beaucoup entendu en France lors de la taxe Zuckman les opposants à cette taxe dire si on met en place une taxe comme celle-là, ces gens vont se barrer. Et on a entendu aussi beaucoup de gens, et avec des stats à l'appui, expliquer que non, les ultra-riches, finalement, ils se barrent pas. Or là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que non, là, ils se barrent, quoi. Et la loi n'est même pas votée. C'est une proposition, et ne serait-ce que la menace et le risque que cette loi soit votée fait que ils plient armes et bagages et qu'ils se barrent dans des États plus propices. Une réaction? Un des premiers trucs, c'est qu'ils se barrent pas à tous. T'as parlé de 200 milliardaires et t'en as parlé de 4 qui se barraient, et on sait qu'il y en a un qui se barre pas, par exemple, c'est le PDG de Nvidia, qui lui a dit qu'il se barrait pas. Donc, peut-être qu'en fait, t'en as de très premiers plans et aussi très riches, c'est-à-dire même dans ce groupe des ultra riches, c'est les ultra riches qui ont décidé de se barrer. Mais du coup, si t'arrives à en choper. Oui, Larry Page, cette taxe, si elle rentrait en vigueur, impliquerait qu'il paye 12 milliards de dollars. Hein. On est en train de faire un chèque de 12 milliards de dollars. La différence avec la taxe Zuckman aussi, et pour préciser, cette taxe-là qui est proposée en Californie, c'est une taxe qui est one time. C'est-à-dire que c'est 5%. En gros, ce qui est dit d'ailleurs par ce syndicat, c'est intéressant, hein, c'est une sorte d'opposition à la politique de Trump qui a supprimé tout un tas d'avantages, notamment en termes de santé et de remboursement de soins pour les classes les plus défavorisées. Et il s'agit de compenser la politique de Trump en mettant en place cette taxe de façon ponctuelle. Et ces ultra-riches ont 5 ans pour payer ces 5%. Alors que en France, la taxe Zuckman, c'était 2% par an. Hein. C'était pas du one-time. Hein. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce que tu disais et que je trouve intéressant, c'est ils se sont barrés où? Ils se sont barrés au Texas. Et je trouve que le système américain est intéressant pour ça, parce que ce fédéralisme, ça pose des questions. C'est-à-dire que, par exemple, la levée des impôts, c'est quelque chose qui dépend des États. Bon, il y a des impôts fédéraux aussi, mais il y a quand même des questions qui sont d'État en État. Donc là, par exemple, quelque chose de spécifique à la Californie ou à l'opposé au Texas, t'es même pas imposé sur tes revenus. La Californie, c'est l'État le plus taxé aux États-Unis. Hein, c'est ça. Et à l'opposé au Texas, tu vas même pas être imposé sur tes revenus. Mais moi, ça me fait penser à d'autres événements qui se produisent au Texas. C'est-à-dire que quand t'as une inondation au Texas, quand t'as une chute de neige ou un froid inattendu qui se profile sur le Texas, comme c'est arrivé dans les dernières années. Hein. L'inondation, je crois que c'était l'an dernier, et l'espèce de blizzard qui se sont pris, qui n'était pas prévu, c'était il y a 3 ans en arrière. Pour le coup, ils ont des institutions et des infrastructures qui tiennent pas le coup. Par exemple, le Texas, c'est le seul État qui est pas connecté à la grille électrique du sud des États-Unis et qui est pas connecté à la grille électrique du nord des États-Unis non plus. Le Texas est connecté à sa propre grille électrique. Donc, si son infrastructure électrique tombe en panne, par exemple parce que il fait un grand froid et t'as plein de lignes qui cassent et du coup t'as plein de trucs qui se font déborder et ça tombe en panne, il n'y a pas d'interconnexion qui te sauve les miches en prenant un peu d'un autre État. Et donc ces gens-là qui du coup ont ces systèmes-là d'infrastructures très faibles, très fragiles, qui mettent à mal les populations les plus faibles et qui aussi juste sont difficiles au quotidien pour les gens. Et c'est aussi des endroits où ils lèvent pas suffisamment d'impôts pour pouvoir améliorer la dite infrastructure. Mais par contre, quand ils se retrouvent dans une situation de catastrophe naturelle comme les inondations, ils bénéficient de l'État fédéral, ils bénéficient de la FEMA,
qui va venir et qui va naturellement, évidemment, aider les personnes qui sont... Faut pas trop attendre. On se rappelle de Katrina. En l'occurrence, il y a eu pas mal de progrès depuis Katrina, parce que là, par exemple, pour les inondations au Texas, la FEMA s'est déployée assez rapidement. Mais en l'occurrence, tu vois, t'as ce questionnement un peu qui est quand même pas tout à fait juste. C'est-à-dire que les gens se barrent dans un autre État pour pas payer d'impôts, un État où finalement les infrastructures sont en faillite, et quand t'as un problème, ça récupère de l'argent fédéral. Oui, mais là, tu vois, là aussi, c'est la différence culturelle, c'est que tu remets en cause le principe même des États-Unis. Je pense en suédoise. Répétez après moi. Skål offenstru. Skål offenstru. Oh, mais non, je suis ça, tu dis suédois. Ouais, tu passes en suédoise, tu passes en européenne, et je comprends tout à fait. Moi, par exemple, qui suis américain, c'est ce que je trouve génial aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a 50 États qui sont unis, mais que si tu es dans un État et que la politique de cet État ne te convient pas, tu peux te barrer dans l'État d'à côté, quoi. Tu vois, tu as cette mobilité. D'ailleurs, tu vas me dire, en Europe, on pourrait avoir exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas le même socle culturel, c'est pas la même langue, etc., etc. Tu restes quand même américain aux États-Unis. Il y a quand même une certaine continuité, j'ai envie de dire, sur un plan culturel plus forte peut-être que en Europe, mais c'est le jeu des États-Unis, ça. Il y a une loi qui te va pas, tu prends tes bagages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mobilité entre États aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que la Californie, c'est un État un peu particulier aux États-Unis. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Pour les Américains, la Californie, c'est l'État que les 49 autres États auxquels les 49 autres États ne veulent absolument pas ressembler. Nous, on idéalise un petit peu la Californie parce que c'est effectivement l'État qui ressemble peut-être le plus à l'Europe et à la France, même si on s'en est très éloigné. Mais par rapport aux autres États, je te jure que quand tu vis aux États-Unis et que tu vas dans le Wisconsin ou le Wyoming, ces États-là n'ont pas du tout envie de ressembler à la Californie. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça fait partie du jeu américain. Et moi je me demande juste si tout ça, cette taxe de toute façon, elle a très peu de chances d'abord d'être soumise au vote. Même, je pense que on en reparlera, mais je pense qu'elle sera même pas dans le ballot de novembre. Et que c'est intéressant parce que c'est une loi qui, je pense, est poussée bien évidemment par la frange démocrate la plus à gauche contre Trump. C'est Trump qui est visé là parce que la justification de cette taxe, elle est clairement contre la politique de Trump qui effectivement est désastreuse en termes de santé, et que ce départ des milliardaires est aussi une façon de montrer aux démocrates que la rupture avec eux est définitivement consommée. Parce que je rappelle quand même que ces milliardaires étaient tous démocrates il y a encore quelques années. La Californie est encore d'ailleurs largement démocrate, mais que même la tech était jusqu'à il y a encore très peu de temps plutôt de côté démocrate. Et moi, j'y vois un symbole assez particulier. On se pose toujours la question, j'avais fait une émission, est-ce que la Silicon Valley est devenue républicaine ? Je pense que là, maintenant, la question ne se pose plus. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces débats, c'est qu'à mon sens, ils sont le symptôme, je dirais, d'un retournement que je suis en train de constater dans ma génération. Je suis trentenaire, qui est la transformation des bobos. Je sais pas, faudrait changer le terme, mais peut-être en bobo prolo, quelque chose comme ça. Parce que pendant longtemps, on a eu dans les centres-villes des bobos qui étaient à gauche, mais qui avaient des sous, qui avaient de l'argent, qui pouvaient devenir propriétaires, etc. Donc ça votait à gauche, mais ça aimait pas trop les impôts. Et en fait, la situation économique, qu'on soit en France ou même aux États-Unis, pour les jeunes générations et notamment le prix de l'immobilier, moi je le vois très bien en ce qui me concerne directement, fait qu'en réalité, ma génération, à niveau de diplôme supérieur, parfois même doublement supérieur, vit de moins en moins bien par rapport aux générations précédentes. Et ça va en se dégradant. Et en fait, cette dégradation, ce déclassement des populations touche en fait à peu près tout le monde, toutes les classes, y compris les diplômés. Et on va se retrouver, à mon avis, avec des diplômés qui en fait ont un niveau de vie finalement qui se dégrade par rapport à leurs parents. Et le problème de ça, c'est que quand vous avez des diplômés, donc des gens qui réfléchissent, dont le niveau de vie se dégrade et qui ont une forte capacité de conceptualisation,
Ça crée des révolutions. Aboutir, ça crée des révolutions, généralement. Ça peut aboutir en effet à des concepts proches du communisme qui vont jusqu'à même à remettre en cause le principe de propriété privée, parce que de toute manière, tu ne possèdes rien. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le principe de la propriété privée, c'est intéressant quand tu possèdes quelque chose, mais quand tu ne peux même pas accéder à la propriété, et là je vous parle pas de votre iPhone, la propriété privée, là où les gens la ressentent vraiment, c'est dans leur résidence principale, d'accord ? Donc quand tu ne peux pas t'offrir de résidence principale, le principe de propriété privée devient complètement théorique en réalité, et il perd finalement de son sacré. C'est un principe constitutionnel, en France en tout cas. À mon avis, aux États-Unis, ça doit être à peu près pareil. Et donc en fait, il perd, et encore plus aux États-Unis, mais en fait, il perd de son sacré. Et c'est là que tu vois en fait des propositions politiques émerger qui, remettent complètement en cause le principe de propriété privée. Parce que tu parles de taxe Zuckman ou de la taxe en question, en fait, on va taxer un patrimoine. Alors que la tradition fiscale qu'on a dans les démocraties libérales, on va dire, c'est de taxer le revenu. Donc, ce que tu touches. Et ton revenu te permet, si tu es malin, que tu investis bien, etc., de te constituer au fur et à mesure du temps un patrimoine à partir d'un revenu qui a déjà été taxé. Normalement, c'est ça le principe. Or là, qu'est-ce qu'on dit ? C'est, après tout, il y a des gens qui sont super méga riches, alors que moi, j'arrive même pas à m'acheter un 2 pièces. Est-ce que c'est normal ? Et il y a de plus en plus de gens qui se posent la question. Je crois que Trump a fait une proposition récemment pour essayer d'adresser le problème, parce qu'à mon avis, il est transpartisan. Je dis pas qu'il va le régler, mais très clairement, dans les jeunes générations, c'est un véritable problème, et ça va être de pire en pire chez nous également en France. Et du coup, moi, la question que je pose sur ce type de mesure fiscale, c'est, mais c'est quoi le but de l'impôt ? Est-ce que c'est faire fonctionner les services publics, ou c'est expier sa faute, quelque part ? Est-ce que le fait d'être riche, c'est une faute, c'est un péché, et donc, faut que je paye parce que, admettons, je suis riche. Et moi, je pose vraiment la question, parce que si c'est ça le but de l'impôt, je suis désolé, mais on risque d'arriver à des dérives potentiellement dangereuses. Parce que là, on rentrerait dans une logique de bouc émissaire via la fiscalité, et je suis pas sûr qu'on puisse vivre dans une société harmonieuse si on se cherche à chaque fois des boucs émissaires. Maintenant, qu'on puisse réfléchir à est-ce que on prélève assez d'impôts. Bon, je suis pas en Californie, mais comment te dire, t'es en Suède, Sarah, Carlos, tu viens. En France, on a un niveau de fiscalité, pardonnez-moi, d'une complexité complètement folle, d'un niveau complètement hallucinant. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire plus, quoi. Et pourtant, on parle de taxe Zuckman. Et je sais pas. Je pense qu'on arrive aux limites du système en France. Après, le reste du monde, je sais pas. Là où je suis d'accord avec Jérémy partiellement, c'est sur la notion de à quel point le système s'est dégradé. J'ai l'impression que, en fait, tu disais tout à l'heure, Carlos, c'est culturel, les États, etc. Et en fait, j'ai l'impression que cette culture, elle venait aussi avec une promesse. Tu sais, elle vient avec la promesse de l'American Dream. Si tu travailles dur, si tu hustle, si tu grind, tu vas avoir la maison, tu vas avoir le picket fence, tu vas avoir le jardin, tes enfants vont pouvoir aller à l'université, tes enfants, et ils auront un boulot. L'American Dream est mort, on est d'accord, on est d'accord. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, quand tu commences à avoir la réalité qui est aussi loin de la promesse de départ, on le sait tous, on a des business, on sait très bien que si on fait une promesse et que ce qu'on livre, c'est une réalité qui a des années-lumière de la promesse, il y a un moment, les gens en face de toi, ils vont finir par te dire que tu es en train de les escroquer. Et je pense que sincèrement, il y a des générations entières, comme disait Jérémy, et puis même la génération de leurs parents qui se rendent compte de ce qui est arrivé à leurs enfants, qui se disent qu'ils sont en train de se faire escroquer par le système. Et du coup, quand on arrive là, je suis d'accord avec toi, Carlos, tu vas arriver à un moment donné à ce que ça veuille changer de modèle. Moi, coller le côté justice et fiscalité ensemble, sincèrement, est-ce que la France, je sais pas, est vraiment le pays le plus juste du monde? On a la fiscalité la plus élevée au monde. 65%. On a le taux de redistribution. On a le taux de redistribution le plus élevé. Tant mieux, il y a la santé, etc. Bon, ça va surtout pour les boomers et les retraités, en vérité. Et d'ailleurs, si on veut taxer les riches, en vérité, c'est pour financer le train de vie des boomers. Si tu regardes les chiffres, c'est là où ça va aller en réalité. Payer les retraites. Est-ce que pour autant on est un paradis sur Terre? Est-ce qu'on a supprimé c'est quoi le but là? C'est d'arriver à 100% d'imposition et ensuite d'avoir l'État qui redistribue
en fonction de je ne sais quel comité qui va décider à qui on redistribue. En fait, le problème pour moi, il est philosophique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne paie pas d'impôts serait par principe une mauvaise personne. Ben non. C'est juste que tu as des systèmes qui te permettent en effet de contourner l'impôt de manière légale. J'ai envie de dire, il est où le problème? Pour moi, c'est pas un argument. Des systèmes qui peuvent être questionnés et du coup remachinés. Parce que puisque c'est des règles qui ont été faites, elles peuvent aussi être défaites, en fait. Bon, après, en l'occurrence, il y avait par exemple une commission sénatoriale qui a regardé à ça et qui a regardé à l'efficacité des aides qui avaient été attribuées dans les 10 dernières années et qui est arrivée déjà à la première conclusion qui est, il y a plein de trucs qu'on peut pas chiffrer. Où en fait, on n'a jamais fait de recul d'études d'impact pour chiffrer. De quelle aide tu parles? Alors, en l'occurrence, c'était les aides sur les entreprises qui avaient été regardées par une commission sénatoriale. Je pourrais donner le lien à Carlos pour mettre dans les notes. Mais je l'avais vu. En fait, t'as 15 000 dispositifs, t'as des prêts, t'as des exonérations de cotisations. Que t'as des règles qui doivent être revues parce qu'elles n'ont pas une efficacité folle pour driver l'économie et que par contre, elles ont un coût qui est non négligeable. Et dans ce pot commun qu'on gère tous ensemble, dans ce pot commun qu'on gère tous ensemble et qui permet que nos infrastructures tiennent, et Dieu sait qu'il y en a qui ont vraiment besoin de financement à l'heure actuelle, les règles qui ont été faites peuvent être aussi questionnées et remachinées, tu vois. En tout cas, s'il y a vraiment un truc qui fonctionne pas, c'est l'État. C'est-à-dire que quand on regarde le déficit de l'État, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on prenne et qu'on donne à l'État, mais si l'État était le champion de la gestion, ça me poserait aucun problème. Sauf que jusqu'à présent, c'est comme si on disait, voilà, on va collecter tous les bons points des bons élèves, quoi, en fait, et on va le donner au cancre parce que lui, il n'a jamais de bons points, quoi. On se rend pas compte, mais en tant qu'entrepreneur en France. Pardon, j'aime la France, j'aime sa culture, mais l'État, c'est quand même le premier à te mettre des bâtons dans les roues quand tu veux entreprendre. C'est pas le premier à t'aider, quoi. C'est quand même dommage. Parce que c'est nous qui le finançons. Les Français, les travailleurs, les entreprises. C'est quand même dommage de nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc déjà, si on pouvait regarder de ce point de vue-là pour permettre... et moi je suis rien, il y a des gens qui ont des entreprises beaucoup plus grosses, mais si des gens pouvaient réfléchir à l'efficacité de la dépense publique, du système fiscal, etc., déjà avoir je ne sais combien de taxes différentes, si vous voulez me voler la moitié de mon argent, faites-le en une fois, quoi. C'est comme si tu te faisais cambrioler plusieurs fois dans la même nuit. Venez en une fois, prenez la télé, les meubles, tout ce que vous voulez. C'est ce que propose la Californie, cette loi. Oui, à la limite. C'est ça, on pique une fois parce qu'il y a un problème et qu'on doit régler un problème et ensuite on te fout la paix. Mais Guillaume Moubèche avait dit un truc dans un Silicon Carnet qui était très juste, c'est que la taxe en fait c'est comme donner plus d'alcool à un alcoolique. L'État ne sait pas gérer l'argent et on le voit bien avec les déficits, fait n'importe quoi avec notre argent et de filer de la taxe à l'État qui déjà en perçoit 65% de façon directe et indirecte. Je trouvais l'image assez forte, c'est filer de l'alcool à un alcoolique, quoi. Le 8 janvier 2026, à 20h précises, l'Iran a appuyé sur l'interrupteur. C'est 92 millions de personnes qui ont été déconnectées du monde en quelques minutes. Comme je le disais en introduction, plus rien, plus de téléphone, plus d'internet, plus de satellite. Et même Starlink, qui était censé être l'ultime recours, a été brouillé par des systèmes militaires. Iran International parle de 12 000 morts. C'est assez colossal, c'est-à-dire qu'on nous dit il y a des centaines de morts, et là c'est un article que tu m'as envoyé, Jérémy, c'est pas des centaines, c'est des milliers et des milliers de morts. J'aimerais bien qu'on revienne sur le régime iranien qui a construit depuis plusieurs années. Je veux pas qu'on parle de la révolte en Iran, c'est pas le sujet de Silicon Carnet. J'aimerais qu'on parle plus de tech. Et en me penchant sur ce sujet, grâce à toi, Jérémy, j'ai découvert que le fait de faire ce blackout, de couper Internet pour 92 millions de personnes, c'est pas un truc simple à faire, sauf que le régime iranien a construit une architecture précisément pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, ça ? Quel type d'organisation est-ce qu'ils ont mis en place ? Quel type d'architecture ?
Ouais. Écoute, gros sujet. Bon, je précise de base quand même que je ne suis pas un spécialiste de l'Iran, mais justement, je me suis intéressé aux moyens dans le cyberespace qu'ont mis en place les gardiens de la révolution et le régime, justement pour contrôler l'espace informationnel iranien. Et c'est assez dingue et assez intéressant. Donc, comme tu l'as expliqué, Carlos, l'idée en fait on peut le dire une dictature, hein, comme celle-ci, c'est comment faire pour contrôler mon espace informationnel, c'est-à-dire l'ensemble des discours qui traversent une population. Ça, c'est la première réflexion. Forcément, cette réflexion se pose sur le cyberespace, puisqu'aujourd'hui, les gens se renseignent sur les réseaux sociaux, sur des sites, notamment des sites hébergés à l'étranger, des médias iraniens hébergés à l'étranger, et qui vont pouvoir critiquer le régime. Donc l'architecture, en fait, pour sans entrer trop dans les détails techniques qui étaient mise en place en Iran, c'est très intéressant, c'est que leur Internet, en fait, fonctionne un peu comme un intranet local, qui est très 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 connecté et très très dense sur l'ensemble du pays, mais avec des points de sortie vers l'Internet international qui sont très peu nombreux. Et en fait, voilà, les fameux BGP, il y en a que 3, elles sont contrôlées par des compagnies de télécommunications qui sont évidemment toutes liées au régime. Et ça permet quoi? Ça permet finalement, en appuyant sur un bouton, un kill switch, de couper d'abord les Iraniens de l'Internet mondial, mais également avec d'autres mécanismes, de faire en sorte que y ait plus de communication. Donc ils ont également coupé les antennes mobiles, ils ont coupé l'internet international, ils ont coupé aussi les lignes téléphoniques pour que les gens ne puissent plus communiquer entre eux. Mais en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les tenants du régime, eux, ont accès à un réseau interne et au réseau international. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire des routes en parallèle qui permettent aux tenants du régime de communiquer entre eux, évidemment, mais aussi de communiquer à l'international, puisque les dirigeants iraniens continuent de tweeter, quoi, par exemple, là où la population, elle, ne peut plus le faire. Et l'espoir que les Iraniens avaient eu quelque part, et d'autres populations de par le monde, donc c'est très intéressant comme laboratoire finalement de la censure, c'est de se dire, oui, mais avec Starlink, donc de réseau Internet satellite, je vais pouvoir contourner finalement ces mesures de contrôle du réseau véritablement. Et en réalité, ce qu'on observe avec la révolution iranienne, c'est que les Iraniens, le gouvernement iranien, a réussi à mettre en place un système de brouillage qui empêche en fait à Starlink de fonctionner. Un système de brouillage dont certains observateurs, j'ai pu glaner un peu partout des infos, supposent que ce serait quelque chose développé potentiellement par les Russes. Bah, ça peut bloquer voilà les connexions satellites. Donc là, on a une situation qui est une population qui est complètement dans le noir, et en effet, si des répressions, et bon, il y en a très probablement sont menées, et bien ma foi, oui, le monde ne peut pas le voir. Ça c'est un premier élément, mais l'élément le plus important, c'est d'empêcher en effet les manifestants de se coaliser, de s'organiser, quoi, tout simplement. Donc c'est très intéressant parce que ce système iranien, faut savoir que voilà, les Russes ont ce qu'on appelle ce projet de RUNET, donc le net russe, qui permettrait justement de couper la Russie de l'internet mondial pour, et c'est toujours la raison avancée, empêcher les ingérences étrangères, n'est-ce pas? Pareil pour la Chine avec son Great Firewall. Et ce qu'on observe, c'est que, comme tu l'as dit, Carlos, oui, l'internet mondial, ouvert, cette vision un peu anarchiste de l'internet, c'est fini. Aujourd'hui, les gouvernements de ces régimes ont mis la main dessus, ont des moyens techniques, mais ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est que ça pourrait donner des idées à des gouvernements dans des pays aujourd'hui dits démocratiques. On ne sait jamais. Et il y a des tentations. Il y a des tentations. Si c'est les Russes qui l'ont monté, du coup, il y a un monde où ils pourraient l'utiliser sur la guerre en Ukraine, puisqu'on sait que l'essentiel des communications de l'armée ukrainienne et même encore des guidages des missiles et ce genre de trucs passe par Starlink. Bien sûr. Oui, du coup, c'est d'où le côté, oh putain, évidemment, à chaque fois qu'il y a un truc horrible, il faut qu'il y ait les Russes quelque part dans le mix, quoi. Ou la Chine, hein, ça pourrait être aussi la Chine, parce que moi, ce que je me disais aussi, c'est que ce système de brouillage des antennes, des récepteurs, hein, Starlink sur Terre, est-ce que j'en sais rien. Hein, d'ailleurs, peut-être que dans les commentaires, il y a des spécialistes qui nous écoutent et qui peuvent nous éclairer en fait là-dessus. Est-ce que ça ne demande pas
un travail de satellite, c'est-à-dire que justement c'est depuis l'espace qu'on puisse identifier les récepteurs Starlink au sol, et les Iraniens n'ont pas, enfin que je sache, n'ont pas de satellite capable de faire ça. Les Chinois, si, ça c'est certain, et les Russes également. Donc il y a certainement effectivement une collaboration avec des pays amis entre guillemets pour permettre. Est-ce que en fait Starlink, qui était cette arme redoutable et infaillible, ne l'est pas. C'est ça la grande découverte, n'est pas finalement cette arme qu'on ne pensait. Parce que l'internet ouvert, c'était déjà un peu compromis avec l'histoire du Great Firewall en Chine. C'est-à-dire que je me rappelle encore des discours de Bill Clinton qui disait oui, ils sont barrants les gars, ils y arriveront jamais. Ils y sont très largement arrivés, mais alors dans des proportions. À titre juste purement personnel, je me suis retrouvée à Pékin à un moment donné en voyage d'affaires alors qu'il y avait un congrès du Parti communiste. Alors je me suis dit t'inquiète, avec un VPN, double VPN, c'est bon, ça va quand même passer et tout. Mec, quand il y a un congrès du Parti communiste à Pékin, c'est pas un VPN ou un double VPN ou ce que tu veux. Tu n'ouvriras pas Google, tu n'ouvriras pas Le Monde, ça n'existe pas. Je pouvais pas regarder mes mails professionnels, c'est genre. Ils ont des niveaux en plus dans le truc, quoi. C'est-à-dire que il y a le quotidien où tu peux peut-être essayer de bricoler avec un VPN, et il y a le moment où ils veulent vraiment plus du tout que tu aies accès à l'extérieur, quoi. Alors là, on parle de l'Iran. On est assez surpris que l'Iran ait cette capacité. On se dit que effectivement en Chine, ça fait longtemps que c'est mis en œuvre et utilisé quotidiennement. On se dit que la Russie aussi a cette capacité. Mais là, dans l'actualité, j'entendais hier que l'Ouganda a coupé Internet de son côté parce que elle est à la veille d'élections qui doivent se tenir dans leur pays. L'Ouganda coupe aussi Internet. C'est quand même pas un pays. Donc en fait, on se rend compte que, comme tu dis, il y a ce phénomène-là. Et quand j'entends Macron qui nous explique que attention, nous sommes les victimes de manipulations sur Internet et qu'il faut contrôler la presse et qu'il y a la bonne presse et la mauvaise presse, etc., etc. Effectivement, je me dis que c'est un truc qui peut se propager à des pays qu'on pensait pas, quoi. Moi, je trouve ça effectivement super inquiétant, puisque ça veut dire que cette technologie ouverte, ce World Wide Web, il a été complètement complet. Les États ont repris le contrôle complet en fait sur ça. Ils font ce qu'ils veulent. L'Ouganda, s'ils coupent, enfin n'importe quel pays, s'ils décident de couper leurs télécommunications, le truc qui faisait que les gens le faisaient pas, c'est que ça te ruinait toute ton économie, parce que tu coupes tes télécommunications, égal, t'as plus de terminal de paiement, il y a plus rien qui marche nulle part. Je crois que l'exemple un peu type et le truc qui est intéressant à mentionner sur l'Iran, c'est qu'ils ont été capables de couper les communications qu'ils voulaient pas, tout en faisant en sorte que le quotidien continue à se gérer normalement. Exactement, notamment les paiements, le réseau bancaire, certaines applications de transport, de ce que j'ai vu. Donc en effet, ils ont un réseau interne qui lui continue de fonctionner, mais oui, si tu veux utiliser WhatsApp ou certains VPN ou les réseaux sociaux, ça c'est très compliqué. C'est en effet ce qui est intéressant dans le modèle iranien, c'est cette sélectivité, comme tu l'as dit, qui permet vraiment une censure ciblée, quoi, finalement. C'est ça qui est très dangereux en plus. Parce que normalement, il y avait un coût à la censure, et là, il y a plus de coût à la censure. C'est gratos, entre guillemets, de censurer, quoi. Alors, à mon avis, il y a toujours un coût politique et économique, parce que tu fais fuir tous ceux qui ont envie d'innover. Et ça, malgré tout, c'est un coût qui est difficilement mesurable à court terme. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a suffisamment de Chinois dans la Silicon Valley, dans les entreprises tech américaines, pour qu'on se rende compte que quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en Chine qui se dit c'est dommage, on a quand même fait fuir certains gros cerveaux de chez nous, quoi. Donc voilà. Donc ça aussi c'est un coup pour ce genre de régime. On l'a vu, on en a parlé la semaine dernière avec Manus, par exemple, cette société qui vient d'être achetée par Meta, qui était une société fondée en Chine par des génies chinois qui d'abord sont partis sur la pointe des pieds d'abord à Singapour, où Benchmark a fait un chèque de 75 millions de dollars pour finalement se faire racheter par Meta une fois à Singapour, parce que bien évidemment, et voler la technologie de Manus à la barbe du pouvoir chinois, qui d'ailleurs est furax de ça. Donc oui, ça illustre bien ce truc-là. C'est ce que les chercheurs appellent le trilemme du dictateur à l'heure numérique. Je trouvais ça super intéressant. C'est que quand on est un dictateur aujourd'hui,
Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a ce premier scénario qui est couper complètement Internet. C'est ce que fait l'Ouganda et ça empêche effectivement la coordination des manifestants, mais ça effondre l'économie. Pour l'Iran, les estimations parlent de, par exemple, 12,7 milliards de dollars auraient été perdus pour les coupures de 2025 et que là, un blackout représenterait à peu près 1,5 million de dollars par heure en Iran. Donc, il y a quand même un coût économique. Deuxième scénario, laisser Internet ouvert, l'économie fonctionne, les manifestants se coordonnent via les réseaux sociaux et on a des images des répressions qui fuitent à l'international. Donc en gros, on fait rien. Et le troisième scénario, c'est cette dégradation contrôlée dont vous parlez. Et c'est ça c'est une nouveauté, c'est de se dire que l'Iran a cette capacité aujourd'hui de mettre en blackout certaines populations et garder l'internet ouvert pour d'autres. Effectivement, ça c'est super intéressant. Non, mais c'est très intéressant parce que ce qu'on voit finalement, c'est que, et à mon avis, c'est un sujet qui va monter, c'est que le cyberespace, les questions de cybersécurité aussi, se lient de plus en plus avec des questions géopolitiques, mais aussi même parfois avec des questions, j'ai envie de dire, purement politiques. Puisque en Occident, on peut en parler, mais on a cette réglementation chat control qui est en étude au sein de l'Union européenne pour justement censurer a priori les contenus pédopornographiques, mais bon, il y a quand même beaucoup de défenseurs des libertés qui se disent que ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'à partir du moment où vous avez chat control, c'est un peu comme le réseau iranien qui à la base est un réseau qui est mis en place pour lutter contre les ingérences étrangères et un réseau de résilience, et à la fin de la journée, on détourne ce qui était censé être un outil de résilience et de souveraineté technologique, on le retourne contre sa propre population. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut faire attention aux outils techniques de contrôle que les États, là on parle de l'Iran, d'accord, mais on n'est pas iranien, enfin je crois, donc mais on va parler de ce qui nous concerne nous. La question c'est comment dans une dérive autoritaire qui pourrait advenir, je veux dire l'histoire est faite de ça, comment est-ce que les gouvernements sont capables d'utiliser finalement des outils de contrôle qui étaient là pour X ou Y raison. Peut-être pour des bonnes raisons, à la base. Ouais. C'est toujours pour de bonnes raisons. Ouais, bien sûr. Quand l'Iran a mis en œuvre son architecture d'Internet très spécifique, ils ont pas annoncé, on veut vous contrôler et vous couper Internet. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on doit se protéger des ingérences étrangères, on doit se protéger d'Israël, du grand Satan, on doit se protéger des États-Unis, on doit s'assurer que personne ne puisse couper notre réseau Internet ou nos banques. Voilà, c'est ça qu'ils ont avancé, d'accord? Et puis à la fin de la journée, en effet, des manifestants et hop, on te coupe les communications. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction entre les intentions d'un gouvernement et les moyens. Et le problème, c'est que les gouvernements peuvent être tentés d'aller jusqu'au bout de leurs moyens. Et la question, c'est pas celle des intentions, la question, c'est celle des moyens. Parce qu'à partir du moment où tu as le moyen de, il y a toujours un moment dans l'histoire où tu vas utiliser ce moyen contre ta population. Je suis désolé, je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est ma conviction profonde. L'histoire te soutient, Jérémy. Un truc tout con qui s'est produit directement pour les Français. C'est nous qui avions vendu le système à la Libye qui permettait de tracer toutes les communications qui se passaient dans le pays pour des raisons de sécurité, etc. Il s'est trouvé que c'est le système qui a été utilisé contre les opposants quand ils ont commencé à se soulever contre Kadhafi. Et au bout du compte, on s'est retrouvé à intervenir pour démanteler une connerie qu'on avait faite au départ. Donc en effet, tu vois, même quand tu le fais chez les autres, tu finis par devoir redépatouiller ton truc, quoi. Bon, en tout cas, il faut observer ça de très près parce que effectivement, c'est l'Iran aujourd'hui et tout notre soutien à la population iranienne qui aujourd'hui se soulève, mais l'Iran est peut-être en train de nous donner une leçon et nous apprendre quelque chose justement sur ces outils. Voilà, c'est la fin de ce Silicon Carnet. Merci de ce débat, c'était super intéressant. Sarah, tu reviens quand tu veux. Jérémy, tu as déjà ta place et ton rond de serviette. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Silicon Carnet. Ça se passera mercredi. Entre-temps, passez un bon week-end. Allez, hasta luego amigos, bye bye.